The Wishing Well, le podcast qui booste ton bien-être et ton niveau d'anglais. Je suis Eugénie et je vais t'accompagner tout au long de cet épisode. Ready? Let's go! Hello everybody! Ça va? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on parle du titre de ce podcast. Vous allez vous dire, est-ce vraiment un sujet de conversation? Ouais, je pense quand même, vous allez voir. Ça cache des éléments que vous n'avez pas suspectés. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont à l'aise avec l'anglais, vous avez peut-être déjà compris le jeu de mots de base. Le jeu de mots de base, c'est... Bon, déjà, qu'est-ce que c'est un wishing well? Qu'est-ce que c'est wishing well? Ça peut être deux choses. La première chose, I wish you well, ça veut dire je vous souhaite le meilleur ou je te souhaite le meilleur. I wish you well. Well, c'est bon. Wish, c'est le souhait. I wish you well. C'est une belle chose à dire à quelqu'un. Comme c'est un podcast que j'estime, pour l'instant, on n'en est qu'aux premiers épisodes. Son identité va peut-être évoluer, mais un podcast de développement personnel, de conversation, toujours autour du thème de l'anglais, mais qui vous donne des indices pour vivre une vie encore plus épanouissante et éveillée. En tout cas, je l'espère. C'est une belle formulation. I wish you well. C'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite d'aller bien. Et c'est ça que j'essaye de faire avec mon podcast. Mais également, qu'est-ce que c'est a wishing well? Pas I wish you well, mais a wishing well. A well, c'est un puits. A wishing well, qu'est-ce que ça pourrait être, du coup, vu ce que je viens de vous dire avant? Wish, c'est quoi? To wish, c'est souhaiter. Alors, on n'a pas d'excuse, parce qu'on a Achat et la bonne étoile qui vient de sortir avec Disney, et ça s'appelle Wish en anglais, donc on est au courant. Wish, c'est le souhait, et c'est tout le thème du film d'ailleurs. Du coup, le Wishing Well podcast, c'est aussi cette idée de... Vous êtes là devant la figure d'un puits et vous lancez votre petite pièce, ou après il y a plusieurs symbolismes, on va y revenir. Vous lancez votre petite pièce, la petite pièce du bien-être, et vous faites votre souhait. C'est une interprétation aussi de ce que j'estime être une pratique importante du quotidien, à savoir la prière. Oh là là, elle a utilisé le mot prière, mais pas prière dans la mauvaise connotation que vous imaginez probablement, mais prière juste l'acte de se mettre en méditation, en espace de gratitude. Et on peut prier pour toutes sortes de choses. Ce n'est pas du tout un acte égoïste que de prier. Demander, dans un moment où on est en détresse, où on pleure, ou peut-être on est seul, demander juste de l'aide. De l'aide maintenant. Un peu comme l'héroïne de Manche Prix M d'Elizabeth Gilbert a fait, cette fameuse nuit où après de multiples nuits à se réveiller en sanglots et à sentir ce mal-être total par rapport à la vie qu'elle est en train de vivre, se retrouve dans cette salle de bain pour la sempiternelle fois pour que son mari qui dort, lui, ne l'entende pas pleurer. Elle est dans une situation tragique, elle est mariée, elle a acheté sa maison et elle a un super boulot et elle n'est pas heureuse. Et elle se retrouve dans cette salle de bain et elle se met à parler à Dieu, entre guillemets. Dieu, c'est ce que tu veux, c'est la chose plus grande que toi, ce n'est pas nécessairement un homme barbu qui vit sur un nuage, d'accord? Et elle prie, je dis tout ça avec des guillemets. Elle parle à, entre guillemets, Dieu. Et Dieu, étant très pragmatique, lui répond « Retourne te coucher, Lise ». Et donc elle s'exécute et elle retourne se coucher. Petite perle de sagesse ici, parce que l'idée c'est que quand tu pleures en plein milieu de la nuit parce que ça va pas dans ta vie, effectivement la meilleure chose à faire à ce moment-là, le premier pas vers le mieux, c'est d'aller dormir en fait. Alors c'est bien gentil de dire ça, quand on est dans une situation où on est à quatre pattes, en train de se morver dessus dans une salle de bain, effectivement, probablement on n'arrive pas à dormir. Mais l'idée est là. Qu'est-ce que je peux faire? Elle lui dit, qu'est-ce que je peux faire? Retourne te coucher, Lise. C'est une pratique assez apaisante pour l'écologie mentale, de prier, d'avoir cette conversation. Prier, ça peut aussi être un autre mot pour l'écriture intuitive, pour écrire dans un journal. Quand on met les idées à plat et qu'on a une conversation avec, ça peut être plein de choses, prier.
Donc l'idée dans ce puits, cette idée de puits à souhait, c'est que voilà, c'est un espace de prière, c'est un espace de réflexion, littéralement. Vous pouvez vous pencher au-dessus du puits avec moi et on regarde notre reflet dedans. Et puis peut-être qu'on verra d'autres choses que nos reflets. Et puis peut-être qu'au fond du puits, on va voir tout ce trésor accumulé, toutes ces petites pièces lancées par les gens qui nous ont précédés. Et on va se rendre compte que la richesse, c'est toutes ces petites pièces, toutes ces petites perles amoncelées en bas du puits qu'on est en train de regarder. Alors, ça pourrait n'être que ça, le Wishing Well, mais ça vient aussi de mon histoire personnelle et de mon rapport à l'Angleterre. Ah, elle va nous parler de l'Angleterre, elle va nous dire des mots en anglais. Alors, je vous présente le premier mentor dont je vais vous parler régulièrement dans ces épisodes. J'en ai évidemment plusieurs, mais je vais les introduire au fur et à mesure. Le premier mentor que je vous présente, elle s'appelle Sharon Blackie. Alors, pour les personnes qui la connaissent, vous levez déjà la main au ciel en criant « Ouais, elle va parler de Sharon Blackie, c'est incroyable !» Sharon Blackie, je ne me souviens plus comment je l'ai rencontrée. Je ne l'ai pas rencontrée visuellement, de visu. J'ai eu une rencontre avec un de ses livres, pour commencer, qui s'appelle « If Women Rose Rooted », en anglais donc. « If Women Rose Rooted ». Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il a été traduit en français. Il s'appelle « Femmes enracinées, femmes qui s'élèvent ». C'est donc la traduction française du titre. Si on devait traduire littéralement « If women rose rooted », ce serait « root », c'est la racine. Donc « rooted », c'est enraciné. « Rose », ça vient du verbe « to rise », c'est un verbe donc irrégulier. « If women rose rooted », si les femmes s'élevaient enracinées. Sharon Blackie, c'est vous l'aurez deviné, a writer, une écrivaine de livres de fiction et de non-fiction. C'est une mythologiste en anglais. C'est pareil, ça se prononce pas tout à fait pareil, mais c'est le même mot. Et elle est spécialisée dans les Celtic Studies, les études celtiques. C'est une psychologiste, une psychologue, spécialisée dans les neuroscience, les neurosciences. Alors elle, sa niche, c'est the myth, fairy tales and folklore. Les mythes, les contes de fées et le folklore. Le sens de ses ouvrages, elle a donc écrit 5 livres qui chacun explore un thème différent mais dans un même chalice, on va dire. Ça fait sens avec ce que je vais vous dire après. C'est de dire que il est important de reconnecter avec nos traditions, les traditions de là où nous sommes plantés, d'aller chercher les vieux textes, de comprendre les mythes et le folklore qui nous viennent de ces époques lointaines sur ce même territoire, parce qu'ils contiennent une sagesse qui donne du sens à notre vie, notamment parce qu'ils nous apprennent à vivre avec un sens d'appartenance aux endroits où nous nous trouvons. Donc, en gros, le propos général de Sharon Blackie, c'est un propos finalement écoféministe. Comprendre la terre sur laquelle nous sommes pour mieux la respecter et mieux respecter ce qu'elle est. Et là-dedans rentre le féminisme en mode nous traitons notre terre comme nous traitons les femmes. Il y a une sorte de contrat qui nous lie à la terre. Et en outrant notre terre ou en outrant les femmes, nous nous faisons du mal. Et nous faisons du mal à ce qui constitue le cercle de qui nous sommes, notre relation à tout ce qui nous entoure. C'est dansant. Alors moi, j'ai lu If Women Rose Rooted et j'ai lu The Enchanted Life, La vie enchantée, comment réenchanter sa vie au quotidien. J'ai un autre ouvrage d'elle, je crois que je l'ai lu, vous m'excuserez, je dis sans prétention aucune, j'ai lu beaucoup d'ouvrages et ça crée cette richesse, cette foison en moi. Cette foison, ça existe comme mot en français, je ne sais pas.
Mais en même temps, quand il faut démêler les pelotes de laine pour retrouver quelle idée ou quel concept vient de quel ouvrage, parfois je m'en mêle un petit peu les pelotes. Donc là, je m'en mêle les pelotes. Je crois avoir lu le livre. Elle a écrit un livre sur les femmes qui changent de peau. Il y a une vraie tradition dans les traditions celtes qui nous offre des figures féminines qui changent de peau, littéralement. Par exemple, vous avez la figure de la Selkie. Il n'y a pas de traduction vraiment en français. La Selkie, c'est la femme phoque qui peut mettre sa peau de phoque pour aller nager comme un phoque au large et puis va revenir sur terre et enlever sa peau. Il y a d'ailleurs une légende à ce propos d'une femme dont un homme tombe amoureux en la voyant faire ses allers-retours entre la mer et la terre et qui un jour, pour l'obliger à rester avec lui vole sa peau et la lui cache. Ça a été fait en dessin animé par un studio irlandais d'ailleurs, qui s'appelle Cartoon Saloon, et ça s'appelle Song of the Sea, je crois, la chanson de la mer. Je ne sais pas comment ça a été traduit, le titre en français. Je vous mettrai les références en commentaire pour que, si ça vous intéresse, vous puissiez aller puiser là-dedans. Donc, attention, là je vous lance un trigger warning. Trigger warning, littéralement, c'est un message d'avertissement. Trigger, c'est la détente du pistolet. Si tu appuies sur trigger, tu déclenches, c'est le déclencheur. Paf, ça crée des conséquences, ok? Warning, c'est ton message d'avertissement. A warning, c'est quelque chose qui, en général, ça clignote, c'est un panneau d'avertissement. Donc, trigger warning, ça veut dire attention à ce qui suit. Je vous donne un trigger warning parce qu'on va parler d'agression sexuelle par la suite. Je vais vous raconter une histoire de la mythologie celtique qui inclut des agressions sexuelles. Voilà, je préfère prévenir les auditeurs, les auditrices qui sont sensibles par rapport à ce thème-là et qui voudront peut-être même pas écouter la fin de l'épisode. Pour les autres, je vous présente ce mythe qui s'appelle... je crois pas qu'il ait de titre. Moi, je l'appelle... la légende des vierges au puits. C'est très laid comme traduction. En anglais, The Legend of the Well Maidens. Alors, on se souvient que well, c'est le puits. Et maidens, l'équivalent en français, c'est vierge probablement, jeune fille. Mais alors attention. Le stéréotype de la vierge, l'archétype de la vierge, n'est pas nécessairement cette personne. Je vous le dis parce que on va aussi pas mal parler de l'archétype de la déesse dans les pays celtes et notamment dans ce que moi j'ai expérimenté en Angleterre en faisant des ateliers sur ce thème-là. L'archétype dont on parle n'est pas nécessairement avec l'archétype de la Vierge, cette femme qui est définie par le fait qu'elle n'a pas eu de relation sexuelle avec un homme. C'est un concept, en fait, qui peut être beaucoup plus large. Oh, mais vraiment? Mais oui, absolument. Le concept de la Vierge, ça peut être le concept de cette femme qui n'est pas mariée. Ah, mais dis donc, c'est quand même beaucoup plus vaste. Ben oui, c'est beaucoup plus vaste. Ça peut être une Vierge. D'ailleurs, ça se retrouve aussi en astrologie avec le signe de la Vierge. Mais encore une fois, on en parlera dans les épisodes prochains. Ce n'est pas forcément une figure enfantine, asexuée. Non, c'est une figure en fait assez libre, assez sauvage, qui n'appartient à aucun homme. C'est surtout ça. Il n'y a pas d'appartenance. Ok ? Donc là, on parle, j'utilise le terme maiden, donc jeune fille vierge, mais on garde en tête que voilà, on n'est pas sur le concept nécessairement de la femme enfant pure sexuellement. Voilà. Alors revenons à notre histoire. Je vais prendre mes notes. Je ne veux rien oublier. Donc cette histoire, elle pourrait aussi s'appeler The Story of King Amengun's Rape of the Otherworldly Maidens. L'histoire du viol du roi Amengun envers les vierges de l'autre monde. Otherworldly, qui vient de l'autre monde, qui a le caractère otherworld,
l'autre monde, mais en fait la traduction française c'est l'au-delà. Mais quand on parle de l'au-delà, dans les traditions celtes, alors attention, on ne parle pas du royaume des morts, même si ça correspond un peu quand même au royaume des morts. Mais c'est plutôt un endroit, ce serait plutôt D'ailleurs, les Anglais disent un autre mot pour otherworld, c'est living world, le monde des vivants. Mais ce serait comme un monde qui serait en parallèle d'une autre. Voilà, une autre dimension, admettons. Rape, c'est le mot pour viol. Rape. R-A-P-E. Ah, vous avez sorti les lettres en anglais. Eh oui. J'ai décidé que maintenant, je vous sortais toutes les lettres en anglais pour que vous fassiez l'oreille. R-A-P-E. Alors, cette histoire, elle vient d'un document qui s'appelle The Elucidation. L'élucidation. C'est comme le mot français, élucider, mettre de la clarté sur. Et je pense que ce détail est important. Le document éclairant. Je trouve que c'est intéressant, vous allez voir pourquoi. Il a été écrit par Chrétien de Troyes. C'est finalement un prologue de Perceval. Donc on est dans la légende arthurienne. Et alors attendez, j'ai le mot qui me vient en anglais, mais je voudrais bien pour une fois l'avoir en français. Cette transcription, on estime qu'elle a été écrite par Chrétien de Troyes, mais pas inventée, qu'en fait il l'aurait récupérée d'un barde qui venait du Pays de Galles. Cette retranscription, elle n'a pas de fin. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas la fin de l'histoire, vraiment, de ces vierges des puits. Et vous allez voir, je vais finir avec ça. Pourquoi je trouve que c'est aussi assez intéressant. Ça veut dire que la fin reste à écrire. En tout cas, moi, je l'interprète comme ça. Tout est symbolisme. On se raconte un petit peu les histoires qu'on veut. Et moi, je me raconte une histoire sur la fin de cette légende. Alors, cette légende, elle se passe dans le royaume de Logres. L-O-G-R-E-S. Logres. Logres, c'est le nom ancien de l'ouest de l'Angleterre. Donc, on ne sait pas trop si ça se passe en Cornouailles ou si ça se passe au Pays de Galles. Et dans la tradition celtique, ce qu'il faut savoir, on aurait l'occasion d'avoir une conversation immense sur le sujet, mais c'est que les femmes sont souvent les créatrices de the land, le territoire. Il y a beaucoup de légendes avec la Caléaque, la vieille dame qui finalement renouvelle sa forme tout au long des saisons et avec des cycles. Donc c'est a priori une entité de vieille femme, mais qui peut aussi se présenter sous une entité de jeune femme et elle est attachée avec les changements de saison en fait. La roue de l'un ne va pas sans la roue de l'une ne va pas sans la roue de l'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Et on explique souvent la création des lochs. Donc les lochs en Angleterre, c'est les lacs, lake en anglais. Alors pardon, les lochs en Écosse, le Loch Ness par exemple, c'est le lac Ness. The lake, le lac. La création des lochs, la création des montagnes, on leur trouve souvent des raisons liées aux agissements de cette entité de vieille femme qui dansait par exemple avec des cailloux dans son apron et pof, elle en a perdu un, c'est devenu une montagne. Elle s'est endormie en faisant paître sa plus belle vache et pof, les eaux ont débordé et ont créé ce lac et ont inondé. Voilà. La figure féminine est très présente dans les textes celtes. C'est aussi les figures féminines sont souvent les gardiennes et les protectrices du monde naturel. Alors encore une fois, on pourrait avoir une très longue conversation là-dessus, mais vous allez devoir me croire sur parole pour l'instant. Ce sont les gardiennes de l'autorité morale et spirituelle. Et elles représentent une entité qu'on appelle sovereignty. La souveraineté. Mais alors, si je vous dis souveraineté, vous imaginez un roi sur son trône avec une couronne. Hein ? Oui, bah oui, on va pas se mentir. Nous, on rattache ça à nos traditions à nous. Mais en fait, the sovereignty, la souveraineté, elle est féminine. C'est la déesse de la gouvernance de la morale et du territoire, du rapport au sauvage, du rapport au monde naturel qui nous entoure.
les hommes, en réponse à ça, parce qu'on est dans un cycle, alors attendez, j'ai sorti le mot féminisme tout à l'heure, vous avez dû vous dire « Ah non, on va jamais parler des hommes, les hommes. » Non, mais en fait, si, tout ça, c'est un cercle, tout ça, c'est une complétude. Les hommes, men, dans la tradition celte, sont au service de leur terre. Il y a un vrai contrat de réciprocité là-dedans. Et la terre, le territoire, elle est femelle, elle est femme. Je tourne la page. Ah oui, j'en suis qu'aux premiers épisodes, donc je prends encore des notes. Il y a vraiment un contrat entre le monde naturel et les gens. L'endroit sur lequel tu vis, tu lui dois quelque chose et il te doit quelque chose. Tu en prends soin et il prend soin de toi. C'est un cercle vertueux. Et donc, dans cette légende des vierges au puits, on parle du royaume de Logres, donc de l'ouest de l'Angleterre, qui est verdoyant. Le contrat entre le roi, the king, et la sovereignty, l'esprit de la nature est respecté. Et quand ce contrat est respecté, tout est abondance. La nourriture, les eaux, mais pas que. Le monde sauvage est abondant. Il y a des lapins, il y a des blaireaux, il y a des renards. Les eaux sont source de vie. Et notamment cette eau qui vient des puits, the well, ça peut être des sources aussi. Alors les sources en anglais on dit spring, comme le printemps, c'est le même mot. Mais là on va parler des puits. Well, l'eau qui vient des puits est une eau qui vient de l'autre monde, de l'au-delà. C'est une eau qui porte la source de vie. Et les puits sont gardés par des vierges, les maidens. Je vais continuer à les appeler comme ça, je pense, le long de cet épisode, les maidens. Chaque puits a sa maidens. Le contrat veut que le roi prend soin de sa terre prend soin du roi. Les puits apportent l'eau de vie. Les maidens non seulement s'occupent des puits, mais si un voyageur, donc il y a des puits sur tout le territoire, si un voyageur est égaré, s'arrête à un puits et demande raisonnablement, et ça c'est dans le texte original qui date d'il y a très très longtemps, raisonnablement, si c'est raisonnablement demandé, la gardienne du puits va sortir avec, retiens bien ça, avec un chalice en or. Oh mais on a déjà entendu ce vocabulaire quelque part. Mamie, dis donc, on a beaucoup entendu ça dans les légendes arthuriennes, non? Elle vient avec son chalice en or qui contient l'eau de l'autre monde qui coule par ce puits, un plateau en argent qui contient la nourriture préférée du voyageur, et elle le nourrit et elle lui donne à boire. C'est une coutume. Alors le souci, c'est qu'un jour, King Amengon, qui est donc responsable de ce territoire et du maintien de ses coutumes, faillit à son devoir. Alors j'ai parlé d'eau et de prairies verdoyantes et d'animaux sauvages. Il y a aussi des choses un peu magiques, hein, les plus belles tapisseries, les plus beaux fils, les oiseaux de proie les plus efficaces. Tout ça aussi est donné par cette relation vertueuse entre le territoire et son roi. Sauf que le King Amengons, lui, il brise le contrat. Lui, il voit cette vierge sortir de son puits avec son chalice en or. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il la viole, il lui vole son chalice et il en fait une servante. Le chalice disparaît. C'est intéressant ça également. Le chalice disparaît parce qu'un tel chalice ne peut pas rester aux mains d'une telle personne, d'un tel roi. La maiden disparaît. Et pendant que les autres hommes du royaume qui ont vu leur roi violé et volé se sont sentis la permission de faire de même et que donc toutes les maidens des Wells sont violées et volées, eh bien, les sources commencent à tarir, les maidens disparaissent, le don de l'autre monde disparaît, ce qu'on appelle la cour du roi pêcheur. Je crois que c'est traduit comme ça en français dans les légendes arthuriennes. C'est une figure qu'on retrouve dans les légendes arthuriennes et c'est un petit peu trouble son histoire.
soi-disant qu'il vit sur une terre désolée parce qu'il a une blessure à l'entrejambe qui l'empêche de s'en occuper convenablement. Enfin, c'est un petit peu flou. Et en fait, quand on se rattache à cette histoire beaucoup plus ancienne, beaucoup plus ancrée sur le territoire, on comprend un petit peu ce que ça veut dire. La cour du roi pêcheur, the court of the kingfisher, c'est en fait la cour de tous les êtres naturels qui vivaient jusqu'à présent en partenariat, en harmonie avec les hommes et qui du coup disparaissent à ce moment-là. The land, le territoire, la terre se dessèche complètement, plus rien n'y pousse, le bétail meurt, la faune sauvage s'éteint, on ne peut plus rien en faire. C'est une terre qu'on appelle en anglais wasteland. Waste, c'est the waste, c'est tout ce qui est gâché. C'est une terre gâchée. C'est aussi les ordures. C'est les choses dont on ne peut rien faire, en fait. Wasteland, c'est l'équivalent en français, c'est un peu une terre en friche. Ça vient du vieux français, je crois, d'ailleurs. Gast, une terre gaste, je crois qu'on dit en français. Et donc, voilà, l'idée, c'est que à briser le contrat de respect réciproque entre les hommes et la terre, on ne vit plus que sur une terre désolée et en fait, cette blessure qu'on inflige à notre terre, on se l'afflige à nous-mêmes également. Donc, voilà, moi, comment j'interprète la fin de l'histoire. On sait des textes arthuriens qu'à un moment donné, il y a un épisode dans lequel le roi Arthur tombe avec ses chevaliers sur des maidens et d'autres chevaliers dans la forêt. Et on comprend que ces maidens et ces chevaliers, c'est la génération de ces maidens originales qui ont été violées et qui donc ont enfanté. Ce sont donc des personnes, des entités qui portent en elles la dualité, la voix sacrée, dans les deux sens du terme, voix avec un X à la fin et voix avec un E, et la violence du perpétrateur, c'est le mot en anglais, perpetrator, et je crois qu'on dit en français perpétrateur, je suis pas sûre, voilà un mot que je ne connais pas en français mais que je connais en anglais. Et je crois que ça nous ressemble bien, nous, aujourd'hui, de porter cette dualité, et je crois que cette histoire nous en dit beaucoup sur l'importance primordiale de concilier le masculin et le féminin et de respecter ce contrat sacré du début à la fin de notre vie. Et je pense aussi que c'est une histoire qui nous dit très clairement, et ça, la culture celtique, on est riche avec ces histoires de folklore, elle nous dit très clairement qu'à certains comportements ont des conséquences graves. Et Sharon Blackie, elle le dit aussi. Alors moi, tout ce que je viens de vous le dire, je le sais de Sharon Blackie parce que je l'ai lu de ses livres et parce que je l'ai beaucoup écouté aussi. Elle a un TED Talk, mais elle a aussi beaucoup de matériel vidéo que vous pouvez trouver facilement sur le net. Voilà, et je voudrais finir en vous disant que comme cette histoire est inachevée et qu'on nous en a pas raconté la fin parce que Chrétien de Troyes a eu le bon goût de mourir avant de finir son récit, donc c'est d'autres personnes qui s'y sont collées, mais pas lui. Mon interprétation est la suivante, c'est que ces maidens et chevaliers qui errent dans la forêt à la recherche de la cour du Kingfisher, à la recherche du château de leurs origines, ils vont pas le trouver, ce château, ils vont pas trouver cette cour parce que tout a disparu et que la clé de se retrouver finalement, c'est de restaurer les vieux puits. Alors, The Wishing Well, c'est mon puits à moi. C'est l'endroit où je m'attache, l'endroit virtuel où je m'attache pour faire ma maiden. Parce que finalement, le long de mon parcours et de mes lectures et de mes écoutes et de mes expériences personnelles, j'en retire des outils, j'en retire une voix, du coup 2 voix, avec un X et avec un E. J'en retire une voix qui me permet d'être une meilleure personne et qui me permet de remplir mon plateau de nourriture et mon chalice avec l'eau de vie. Voilà, et donc je considère que ma part du boulot, c'est de m'occuper de mon puits et que si vous, voyageurs, vous passez par mon puits, je serai là pour vous donner à boire et à manger et pour que vous puissiez faire une halte brève avant de repartir dans vos propres aventures. Ça fait sens ce que je vous dis ? Ouais, je crois que ça fait sens. Bon, allez.
Bye bye, my loves.